Bienvenue dans cette édition spéciale de Smart Patrimoine, une édition spéciale aujourd'hui sur la transmission d'entreprise et sur le départ à la retraite du dirigeant. Une émission spéciale avec AXA Wealth Management. Que vous décidiez de faire perdurer votre héritage en optant pour la transmission intrafamiliale ou que vous souhaitiez céder votre entreprise à un tiers, il y a deux règles. La première, c'est évidemment d'anticiper et la seconde, c'est de choisir le bon montage financier pour optimiser la fiscalité. Une fiscalité qui, on le sait, peut être mouvante dans un contexte politique et économique parfois incertain. Au sommaire de cette édition donc spéciale transmission d'entreprise, nous commencerons avec Sophie Nouy, directrice du pôle expertise patrimoniale chez Cyrus Erez. Céder son entreprise, ça prend du temps et surtout, ça ne s'improvise pas. La clé d'une transmission réussie réside dans la méthode, la confiance et la diversification. Et comment parler de diversification sans parler d'investissement? L'un ne va pas sans l'autre. Pour discuter de toutes ces solutions d'investissement possibles, on recevra Yves Desjardins, directeur général de Schroders France. On fera ensemble un focus sur la dette infrastructure et sur les fonds immobiliers, entre autres, avant de parler des produits structurés avec Guillaume Dumont, cofondateur de 50, qui interviendra en toute dernière partie d'émission. Comment les produits structurés sur mesure peuvent-ils répondre aux besoins spécifiques des chefs d'entreprise à l'heure du départ à la retraite? Réponse en fin d'émission donc. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Céder son entreprise, partir à la retraite, ça ne s'improvise pas. Les dirigeants doivent anticiper chaque étape. Évaluation patrimoniale, transmission familiale, préparation psychologique aussi. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir Sophie Nouy. Vous êtes directrice du pôle d'expertise patrimoniale chez Cyrus Erez. Bonjour Sophie. Bonjour. Pour commencer, peut-être un mot de Cyrus Erez. Oui, alors Cyrus Erez, c'est un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. C'est le plus gros des conseillers de gestion de patrimoine indépendants. Et aujourd'hui, c'est à peu près 250 personnes, 22 bureaux et 22 milliards d'actifs sous gestion. Ok. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que ça prend du temps de préparer son départ à la retraite, Sophie ? Oui, ça prend du temps. Quand on est entrepreneur et qu'on sait qu'on va vendre une entreprise et partir à la retraite, ça prend du temps de préparer l'après-cession parce qu'il faut préparer à la fois son entreprise pour qu'elle soit apte à être vendue. Et c'est pas toujours simple. Quand on a une entreprise, on sait à peu près ce que ça vaut. D'abord, on ne sait pas toujours exactement ce que ça vaut. Et puis surtout, il va falloir qu'elle soit facile à acheter si jamais on souhaite la transmettre par cession ou qu'elle soit facile à transmettre si on souhaite la garder dans la famille et la transmettre à un de ses enfants, un neveu, une nièce. Et donc pour ça, il faut regarder les choses très en amont. Regarder s'il n'y a pas trop de trésorerie, regarder si l'immobilier est bien organisé. S'il faut changer des sujets en matière de trésorerie d'immobilier, ça prend 1, 2, 3 ans parfois. Donc, ça prend du temps. Oui, donc il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Est-ce que ce temps varie en fonction des gens, en fonction des chefs d'entreprise que vous accompagnez, que vous avez devant vous? Ou est-ce que c'est à peu près forcément toujours pareil pour tous? Alors, ça varie parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'en occuper en amont. Et du coup, on est obligé de tout faire un peu dans les dernières minutes. Ils nous apprennent qu'ils vont vendre et tout d'un coup, il faut qu'on s'occupe de l'après, et notamment de comment est-ce qu'ils vont vivre après. C'est ça, parce qu'il y a l'étape avant, donc préparation, ce que vous disiez sur l'immobilier, le bilan comptable, etc. Le pendant avec la vente ou la cession, la transmission intrafamiliale. Et l'après, parce que le dirigeant doit aussi penser à ses compléments de revenus à la retraite. Est-ce que sa retraite lui suffira? Est-ce qu'il va investir son argent? Comment faire? Donc, c'est là aussi le rôle du CGP. Exactement. Et puis, il faut qu'on anticipe des cas de figure qu'il n'anticipe pas forcément. Souvent, quand il vend un tiers, il est prévu qu'il l'accompagne pendant un certain temps. Dans les faits, il n'est pas rare qu'on n'aille pas au bout de cet accompagnement, parce que c'est dur pour quelqu'un qui a créé sa boîte, qui la connaît par cœur, de devoir tout d'un coup être salarié, rendre des comptes, changer un peu de stratégie. Donc, ces mesures d'accompagnement, elles ne durent pas forcément jusqu'au bout. Or, c'est une partie des revenus jusqu'au moment de la retraite. Et puis, ensuite, de se poser des questions sur la retraite, ça aussi, ça prend du temps. Est-ce que vos trimestres sont correctement comptabilisés? Quand est-ce que vous allez pouvoir partir?
Quand est-ce qu'il vaut mieux partir? Parfois, il vaut mieux décaler un petit peu son départ pour bénéficier d'une retraite un petit peu plus importante. Et donc, tout ça, ça s'audite, ça se regarde et ça prend un petit peu de temps de contacter chacune des caisses et de vérifier que tout Et est bien votre dans les... rôle de conseiller en gestion de patrimoine chez Cyrus Erez est vraiment indispensable justement dans cet accompagnement, Sophie. Du coup, c'est effectivement important de regarder un petit peu quel est vraiment le train de vie du chef d'entreprise et quels sont ces flux qui sont déjà existants, quand est-ce qu'il démarre. C'est pas la même chose pour quelqu'un qui va vendre son entreprise à 65 ans et qui va avoir tout de suite droit à une retraite et à un début de complément de revenus, même si on va falloir lui compléter, ou quelqu'un qui vend son entreprise à 50 ans, qui n'a pas l'intention de retravailler d'ici sa retraite, et pour qui il va falloir compenser entre 50 ans et sa retraite, et puis ensuite avoir des choses qui s'ajustent un petit peu au moment de la retraite. Donc tout ça, ça s'anticipe, et ça fait vraiment partie de notre travail. Vous disiez tout à l'heure que parfois ça peut être difficile de partir pour un chef d'entreprise. Quelle place vous accordez à la préparation psychologique et comment faire pour préparer le dirigeant à son départ prochain à la retraite? Alors c'est pas évident et ça fait partie des discussions où finalement il faut arriver à trouver des chemins de traverse pour arriver à notre objectif. Souvent, le chef d'entreprise, quand vous lui demandez du coup qu'est-ce qui se passe si vous divorcez demain, il va vous dire non mais j'ai pas l'intention de divorcer. Ok, ça veut dire que vous souhaitez qu'on n'en parle pas, donc vous laissez la moitié à votre ex-épouse si jamais ça arrivait. Et finalement, quand on a travaillé toute sa vie beaucoup, chacun de son côté, et qu'on se retrouve un peu comme après le Covid, dans le même appartement, la même maison, 100% ensemble, c'est pas rare là aussi que ça mette en lumière des désaccords et des séparations. Et donc, en fait, on en vient à poser beaucoup de questions sur des cas extrêmes. Qu'est-ce qui se passe si vous décédez demain? Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes plus en état de gérer votre patrimoine? Un accident de ski, des choses peuvent arriver. Qu'est-ce qui se passe si vous divorcez? Et comment vous voulez qu'on procède pour... faire en sorte que ça se passe le mieux possible, qui doit gérer à votre place. Oui, donc tout préparer vraiment Exactement. en amont et évaluer ensemble avec vous toutes les possibilités en fait qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, quoi. Absolument, on se pose toutes les questions et puis on profite aussi de la cession ou de la transmission de l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'on fait comme opération de transmission en faveur de la génération du dessous. D'accord. Et c'est souvent au moment où on vend, de faire des donations à ses enfants, alors en pleine propriété ou en nue propriété, mais c'est aussi le moment de se poser ces questions-là. Le problème, c'est que si on est trop proche de la cession, l'entrepreneur, on a moins de temps, on y arrive, mais l'entrepreneur, il est dans sa négociation. Et donc, il a du mal à se libérer du temps pour penser à l'après, pour penser à la transmission. Or, c'est bien avant qu'il faut faire ces opérations-là, parce que ça permet de limiter la pression fiscale et de faire en sorte que toutes les choses se fassent le mieux possible dans le meilleur timing. Donc, c'est pour ça que nous, on aime bien rencontrer les entrepreneurs qui ont des projets de cession 1 à 2 ans avant une cession, parce que ça permet de parler de ces sujets-là et de le faire à un moment où on n'est pas en plein dans la négociation. Sans se presser et sans avoir une échéance en fait trop rapide. Ouais. Alors que quand on est dans la négociation, parfois pour négocier un petit prix à la hausse, on va payer beaucoup plus d'impôts, alors que finalement, le simple fait de faire une donation avant la cession, de gratifier une association caritative et de bénéficier d'une réduction qui est associée à ça, ces opérations-là, finalement, atteignent les objectifs du client sans avoir besoin de se battre sur des prix, des earn-out, des compléments qui viendront après. Donc, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de la cession et de la transmission de son entreprise. Et il faut s'y prendre un petit peu en amont, parce que c'est compliqué. Donc, le maître mot, c'est l'anticipation. Il y a plusieurs placements qui existent pour préparer sa retraite. Par exemple, je pense au PER. Est-ce que vous pensez que c'est un bon placement, justement, pour anticiper son départ? Est-ce qu'il y a des risques? Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Alors, le PER, c'est une enveloppe. Ce n'est pas réellement un placement en tant que tel. Et après, on met dans cette enveloppe, on y alloue des sommes qui, dans certains cas, permettent de bénéficier d'une petite incitation fiscale et qui, à l'intérieur de cette enveloppe, ne vont servir qu'à un seul but, la retraite. On peut aussi s'en servir pour acheter sa résidence principale, mais dans ce cas-là, on annule les effets fiscaux. Certaines clauses permettent de sortir l'argent avant, mais c'est vrai que le PER, donc on rappelle, c'est le plan épargne retraite. Donc, globalement, c'est pour la retraite. Voilà, l'idée, c'est que ça constitue quelque chose pour la retraite. Après, tout dépend de ce qu'on met dedans. C'est comme toutes les enveloppes. Une fois que vous avez décidé du cadre dans lequel vous investissez, qu'est-ce que vous allez faire comme type d'investissement? Si vous le faites jeune et que vous avez du temps, il faut aller en prenant du risque. Le risque, il se dilue dans le temps. Et donc, si vous utilisez les 2 sources de dilution du risque, le temps, c'est le cas si vous êtes jeune, et la diversification,
plus vous êtes dynamique et plus vous allez profiter. Ces sommes vont pouvoir grossir. Et comme elles ont été mises dans une enveloppe qui ne subit pas l'impôt tant que vous n'en avez pas besoin, c'est une bonne façon de préparer sa retraite. Pour autant, le fait qu'il y ait un peu d'instabilité sur ce régime-là, ce qui avait fait la gloire du PER quand ça a été mis en place, qui a fait son succès, c'est qu'on pouvait sortir en capital ou en rente. Bien sûr. Les Français n'aiment pas les rentes. Parce qu'ils ont le sentiment que s'ils meurent avant d'avoir utilisé toute leur rente, finalement, ils ont perdu de l'argent. Et donc, ils n'aiment pas trop profiter des systèmes en rente. Et le PER a eu du succès plus que le PERP parce qu'il y avait ce système où on pouvait sortir ce qu'on souhaitait en capital et convertir le reste en rente. Là, il y a eu beaucoup de choses dans le projet de loi de finances qui avaient pour vocation à forcer les gens à sortir, ce qui n'était pas toujours le cas. Ça pouvait rester une enveloppe qui se transmettait en cas de décès. Donc, ce qui avait pour vocation de forcer à sortir en cas de décès et qui avait pour vocation, en cas de retraite, pardon, à forcer à choisir très vite ce qu'on voulait faire. Si on enlève trop de liberté, ça aura moins de succès auprès de nos clients. Quand vous êtes très proche de votre départ à la retraite, là, on va faire des choses un petit peu plus sécurisées, parce que l'objectif, c'est de s'en servir bientôt. Oui, et puis on n'aura pas assez de temps pour lisser justement ce que Exactement. vous disiez. Si vous partez 2 ans après et que tout d'un coup, c'est un effet Covid sur les marchés, vous avez perdu de l'argent, ça ne vaut pas le coup. Donc, tout dépend de quand est-ce que vous vous placez. Et puis ensuite, il y a d'autres types de produits qui peuvent vous permettre de préparer votre retraite. Si l'objectif, c'est de compléter vos revenus, il y a plein de façons de le faire. Vous en avez vu certains avec d'autres interlocuteurs aujourd'hui. Oui. Une des techniques qu'on aime bien pour des gens qui s'y préparent très à l'avance et qui n'ont pas besoin d'argent pendant quelques années, mais qui ont des liquidités à investir pour leur retraite et qui en auront besoin dans 7, 8, 10 ans, c'est les nues propriétés de société civile type SCPI. On finira là-dessus, on n'aura pas le temps d'aborder d'autres questions, mais c'était déjà très complet. Merci beaucoup, Sophie Nouy. Vous êtes directrice du pôle d'expertise patrimoniale chez Cyrus Erez. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite, on va parler des solutions d'investissement les plus pertinentes pour conjuguer performance et sérénité financière. À tout de suite. Anticiper sa retraite est essentiel pour un chef d'entreprise et on va discuter de la solution dette infrastructure qui pourrait bien convenir parfaitement aux chefs d'entreprise qui partent à la retraite avec Yves Desjardins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Schroders France. Ensemble, on va plus largement détailler les solutions d'investissement les plus pertinentes pour conjuguer performance et sérénité financière après la cession de son entreprise. Tout d'abord, Yves, un mot rapide sur Schroders ? Oui, Schroders, la société de gestion britannique, présente en France depuis plus de 20 ans maintenant. On a le plaisir de gérer un peu plus de 13 ou 14 milliards, d'être 90 maintenant sur le marché français. Et on s'est beaucoup développé depuis 10 ans sur les actifs réels, objet de la discussion ce matin, et notamment sur la dette infra, l'immobilier, l'hôtellerie. Et justement, parlons-en, parlons de la dette infra. Qu'est-ce que c'est la dette infra et comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment investir, etc. Donc la dette infra, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas aussi long. C'est-à-dire que souvent on pense projet d'infrastructure sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça existe, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du greenfield, mais vous avez du brownfield, c'est beaucoup plus court, c'est ce qu'on fait nous. Et l'idée, c'est vous financer, vous apporter un financement à des entreprises pour des durées de 4 ans, 6 ans, 10 ans. D'accord. Donc là, très simplement... Donc on n'attend pas que le projet infrastructure soit terminé forcément. Généralement, nous, on intervient sur des projets qui sont déjà existants, que vous devez financer ou refinancer, ou alors sur des projets qui existent déjà. Prenons le cas, alors c'est moins vert que d'autres, mais prenons le cas d'une autoroute. L'autoroute est déjà opérationnelle, vous avez déjà des cash flows, donc vous avez déjà des revenus, ce qui est très important pour la dette, et vous décidez de passer de 2 voies à 3 voies. Donc là, vous avez un projet de construction, vous avez un besoin de financement additionnel, mais vous avez déjà une autoroute ou un actif qui opère. Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on aime beaucoup la dette infra ? Et pourquoi ça fait du sens ? En fait, c'est des actifs réels. Donc quand vous venez prêter à ces entreprises, quand ces entreprises empruntent, derrière, vous avez un vrai actif. D'accord. Donc vous avez une certitude, je dirais, opérationnel, vous savez que l'actif tourne, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est, et j'aime pas trop me projeter dans des mondes difficiles, mais on peut avoir des situations difficiles, c'est jamais arrivé sur ce qu'on a financé. D'accord. Vous savez que vous pouvez récupérer votre mise ou décaler la dette parce que l'actif est présent. Vous avez un parc éolien, vous avez des parcs photovoltaïques, vous avez des usines de retraitement d'eau, vous avez des aéroports, vous avez des trains, vous avez du matériel, des voies ferrées. Tout ça, ça existe et
et ça continuera à exister. Mm. Donc c'est sécurisant. Et vous, vous avez dit que c'était jamais arrivé chez Schroders, c'est ça? Alors, chez Schroders, on a financé, enfin, l'équipe chez nous, ça fait 10 ans qu'on a lancé cette équipe. Au départ, plutôt pour une clientèle institutionnelle et maintenant aussi pour une clientèle privée. Et cette équipe, depuis qu'elle travaille ensemble, a dû faire 170 opérations de financement. Il n'y a eu jamais aucun défaut. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Bien sûr, bien sûr. Ça ne présage pas des investissements futurs. Exactement. Mais c'est quand même gage de confiance, finalement. C'est gage de confiance et ça en dit beaucoup, notamment quand vous avez eu une période très compliquée pour l'infrastructure. L'infrastructure, ce que je vous dis, c'est que ça opère tout le temps. Oui. On en aura toujours besoin. Oui, sauf quand vous avez eu le Covid. Le Covid, c'était un peu le crash test. Ouais. On a financé, par exemple, des aéroports en Italie. Pendant quelques temps, c'est fermé. Le financement était bien fait, on a bien suivi l'opérateur. Il n'y a pas eu de défaut, il n'y a pas eu de problématique. Donc, c'est des actifs qui, si vous êtes sérieux, si vous faites de la vraie infrastructure, et pas quelque chose qui ressemble, pas une sorte de produit Canada Dry, qui ressemble à de l'infrastructure, si vous faites vraiment de l'infra, et que vous avez bien ce qu'on appelle les covenants, donc les sécurités sur votre dette, ça doit bien se passer. Parce que oui, et par exemple, donc vous disiez pendant le Covid, donc tout était à l'arrêt concrètement dans le monde entier. Les investissements, ils ont repris après. Et non. Donc, comment ça s'est passé? En fait, on a continué. On avait investi dans des entreprises. Il y avait toujours des entreprises, même si leur activité était à l'arrêt, voire pour celles pour qui c'était moins important, typiquement du photovoltaïque ou de l'éolien. Même pendant le Covid, ça a tourné. Vous avez quelques activités qui ont fermé, typiquement les aéroports, j'en parlais tout à l'heure, les trains pendant une petite période, mais ce n'était pas suffisamment long pour poser problème. Après, nous, on continue à travailler, on continue à investir dans de nouveaux projets, et surtout, il a fallu, à cette période-là, regarder très précisément pour chacun de nos investissements, chacun de nos prêts, quelle était la situation de l'entreprise, est-ce qu'on avait un doute, est-ce qu'il fallait engager avec la direction de l'entreprise pour savoir où ils en étaient, ce qui allait se passer. Chez Schroders, vous proposez aussi des fonds immobiliers et d'investir dans l'hôtellerie. Ces solutions sont-elles pertinentes pour un chef d'entreprise? Alors, chez Schroders, on propose, aujourd'hui, quand on regarde pour le marché privé, on a lancé un fonds LTIF de dette infrastructure, donc ça, c'est ce qui est aujourd'hui disponible. Mais on a une expertise hôtelière de très grande qualité. On a financé et on opère une 50aine d'hôtels, à peu près aujourd'hui, qui sont des 4-5 étoiles en Europe. Et la réponse courte, c'est oui, ça fait du sens pour un chef d'entreprise. D'autant plus, et ça, c'est des sujets qu'on est en train de regarder, sur lesquels on s'interroge sur la structuration d'offres. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous cédez votre entreprise, vous avez des dispositifs, des mécaniques d'optimisation fiscale, typiquement le 150 OBTR, qui vous engage à réemployer. Quand vous faites de l'hôtellerie, c'est de l'immobilier, certes, d'un côté, puisqu'en fait, vous avez les murs, mais c'est aussi une activité de type private equity, puisque vous avez une activité opérationnelle. Et donc, ces actifs-là peuvent qualifier au réemploi. Donc, on pense, oui, que sur l'hôtellerie, ça peut faire du sens demain matin. C'est-à-dire qu'on va réfléchir dans les mois qui viennent à avoir une nouvelle offre après la dette infrastructure, enfin en parallèle de la dette infrastructure, puisque c'est un fonds evergreen, donc il va continuer à exister. Oui, bien sûr. Et parce que ça parle aux clients comme la dette infra, c'est le narratif pour les distributeurs, pour les banquiers privés, est relativement simple à expliquer à leur client final. On a toujours un petit sujet de Et pareil, c'est réel comme la dette infra. Et pareil, c'est réel. C'est-à-dire que là, vous avez un actif réel. Et nous, c'est ce qu'on aime beaucoup quand vous êtes un particulier ou un chef d'entreprise. Pouvoir se raccrocher à un actif tangible, c'est plutôt intéressant. Et un mot, alors bon là c'est pas tangible, mais d'autres supports existent comme les ETF par exemple qui ont la cote en ce moment. Comment peuvent-ils être intéressants pour un chef d'entreprise, Yves? En fait, le point principal pour moi, pour un chef d'entreprise, qui soit parti en retraite, et en l'occurrence c'est peut-être un peu tard à ce moment-là, ou qui l'envisage de partir, c'est la stratégie, c'est la planification. Il gère son entreprise avec une stratégie, avec un business plan, avec une vision. Bien sûr. Il devrait préparer sa retraite. On devrait préparer nos retraites de la même façon. La réalité, c'est qu'on ne le fait pas. Et donc, en fait, si on planifie, on doit avoir une approche diversifiée de son allocation. De quoi je vais avoir besoin à la retraite en termes de flux, en termes de capital. Est-ce que j'ai envie d'acheter quelque chose? Est-ce que j'ai juste besoin de financer mon quotidien? Et à partir de là, vous créez votre allocation. Et votre allocation, elle est sur les actifs privés, dette infra, private equity, immobilier, hôtellerie, mais elle est aussi, évidemment, sur les actifs cotés et publics. Et là, les ETF, nous, chez Schroders, on est une maison de gestion active, donc on était
je dirais, absents du marché des ETF. On a lancé en mois de septembre des ETF actifs, un en fixed income, en obligation, un en action. Et l'idée, c'est de se dire, on va mettre à disposition d'une clientèle des actifs cotés, liquides, comme on le faisait en fond, comme on le fait toujours en fond, mais dans un nouveau format qui est plus adapté au nouveau mode de digitalisation, qui est plus adapté peut-être à une nouvelle typologie, à une nouvelle génération. Moi, souvent, je dis que c'est un peu un mode de consommation. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous et vous pensez aller faire des courses le week-end prochain, vous dites, j'irai dans cette boutique-là, et puis 10 minutes plus tard, vous allez sur un site, un gros site américain que je ne citerai pas, et vous dites, non, mais en fait, je vais l'acheter maintenant, je suis dans mon canapé, ça va très bien. Est-ce que c'est bien? C'est un autre sujet. Pour la finance, les ETF, pour moi, c'est à peu près la même chose. Alors, il y a des gains aussi en coût, mais c'est l'immédiateté. Et on est dans un monde d'immédiateté. Je suis pas sûr que pour préparer sa retraite, l'immédiateté soit une bonne nouvelle ou une bonne idée, mais en tout cas, les outils qu'on a pour travailler sont assez simples et on s'adapte à cette nouvelle demande. Donc, merci beaucoup Yves Desjardins. 3 mots d'ordre, planification, diversification, anticipation. Absolument. Merci beaucoup Yves Desjardins, vous êtes directeur général de Schroders France. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on va parler de produits structurés. Et dans cette partie, nous sommes ravis de retrouver Guillaume Dumont. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes cofondateur de 50, donc bienvenue sur ce plateau. Vous avez lancé 50 il y a 6 ans. C'est une fintech qui accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine dans la conception et le suivi de produits structurés sur mesure. C'est bien ça? Exactement. Comment est-ce que ces outils, donc les produits structurés, peuvent répondre aux besoins spécifiques des chefs d'entreprise à l'heure du départ à la retraite et même après le départ à la retraite? Le mot retraite peut faire un petit peu peur, mais ce n'est pas forcément une fin en soi. Le produit structuré a cette capacité assez unique dans l'univers des marchés financiers, qui est de pouvoir être personnalisé, de pouvoir être sur mesure par rapport aux besoins de ce chef d'entreprise qui va partir à la retraite. Et lorsqu'on échange avec les professionnels du patrimoine qui sont nos clients, avec des assureurs comme AXA, avec lesquels nous travaillons beaucoup, on va avoir les besoins de complément de revenus, qui est le premier besoin identifié par rapport à l'arrivée à la retraite, baisse des revenus, donc j'ai besoin d'un revenu complémentaire, auquel cas, dans ces cas-là, on va privilégier des produits structurés de distribution qui vont parfaitement s'adapter, et puis d'autres profils, encore un peu riscophiles, qui se disent, bon, j'arrive à la retraite, mais j'ai encore de belles années devant moi, et donc je souhaite continuer à investir de manière dynamique sur les marchés actions, avec des protections du capital plus ou moins importantes, et c'est là où on va pouvoir véritablement calibrer les choses par rapport à ce besoin du chef d'entreprise. Oui, c'est ce que j'allais vous demander parce que généralement, on dit que plus on avance en âge, plus on approche de la retraite et moins on prend de risques, plus on veut sécuriser un peu son capital et du coup, l'aversion au risque est un peu moindre par rapport à si on commence à préparer son départ à la retraite à 30 ans où là, vraiment, on sait qu'on a des années. Mais vous dites qu'on a quand même des chefs d'entreprise qui sont averses au risque et qui peuvent prendre des risques même à un âge de retraite ou autre, Guillaume. Exactement. On a vraiment les deux profils et c'est là où le produit structuré s'adapte. Voilà, exactement. Et désolé, parce que j'adore ma classe d'actifs, mais c'est vraiment ça. On a ce côté matière malléable sur laquelle on peut véritablement tout faire. Et donc, quand j'arrive dans un profil traditionnel où, effectivement, j'ai pris du risque pendant toute ma carrière professionnelle, j'arrive à quelques années de la retraite, je souhaite sécuriser mon patrimoine, un produit structuré va être adapté. Des produits structurés à capital garanti, à capital très fortement protégé, ça va être possible de les constituer. Et de l'autre côté du spectre, certains qui sont des jeunes retraités, qui ont, en tout cas dans leur tête, qui vont encore avoir envie de prendre du risque, mais de façon peut-être plus mesurée, plus identifiée que simplement j'investis sur une action, j'investis sur un indice. Là, je vais mesurer mon risque, je vais adapter mon risque. La définition du produit structuré, c'est quand même je cherche à me prémunir contre quelque chose, je cherche à me prémunir contre un certain risque. Eh bien, le chef d'entreprise, quand il arrive à l'époque de sa retraite, il peut dire « je souhaite me prémunir contre un risque jusqu'à tel ou tel niveau » et on va
ainsi, avec l'aide de son conseiller patrimonial, lui créer un produit structuré adapté. C'est là tout l'avantage en fait de cette classe d'actifs, c'est que vous le disiez, mais en fait on peut tout créer. C'est vraiment du sur-mesure en fonction de chaque profil d'investisseur, c'est ça? Exactement. On va pouvoir aussi bien investir sur des choses à capital garanti, très fortement protégées, qui vont être assimilables quasiment, je dis bien quasiment, à du fonds en euros. Et de l'autre côté du spectre, pour des investisseurs extrêmement spéculatifs, investir quasiment sur des crypto-monnaies. Ah d'accord. Donc on a vraiment un large spectre de champs d'action. En parlant de crypto-monnaie, j'aimerais bien qu'on dise un mot sur l'intelligence artificielle, un sujet qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Quelle place occupe l'IA dans vos outils d'aide à la décision? J'imagine que ça doit être quand même une aide conséquente, justement, vu que vous fabriquez de A à Z des produits d'investissement, Guillaume. Tout à fait. En fait, on a toute une suite logicielle autour des produits structurés. Ça a été le pari de 50, le socle de 50 lorsqu'on s'est lancé, c'était développer des logiciels autour des produits structurés. Donc ça veut dire qu'il y a 6 ans, vous aviez déjà l'intelligence artificielle vous aidait déjà à concevoir ces produits? Alors pas encore, D'accord. on était encore aux prémices de l'intelligence artificielle. Nous, c'était d'abord créer des outils, créer des logiciels autour de la classe d'actifs, et puis ensuite passer la première envolée, on va dire, et la première phase de l'arrivée de l'intelligence artificielle sur nos marchés. Comment l'adapter à nos outils? Et c'est ainsi que on a travaillé notamment sur des outils à destination des assureurs qui facilitent le référencement des produits structurés. Donc là, on rentre vraiment dans la machinerie, on va dire, notamment assurantielle. Où là, l'IA nous a aidés dans le côté vérification, automatisation, et on évite les doubles ou triples saisies, ce qui est un premier point. Et dans la catégorie plutôt des produits créés, là, c'était davantage d'identifier le comportement de l'utilisateur. Un utilisateur va être donc par exemple un conseiller en gestion de patrimoine, va avoir tendance à régulièrement construire ou en tout cas coter des produits qui sont sur des indices. Eh bien, on va plutôt avoir tendance à lui proposer, à lui suggérer de manière automatique des cotations potentiellement là aussi sur des indices pour ne pas trop le sortir de son environnement habituel de travail. Et avant, du coup, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'était fait de quelle manière, ça? De manière complètement autonome et j'ai presque envie de dire de façon un petit peu presque pleine de solitude. Et on avait des utilisateurs qui nous disaient on a besoin d'être accompagné, votre outil de pricing est très intéressant, mais j'ai peur de me tromper. Ouais, Ce qui est légitime quand on a un outil, quand on a des logiciels en face de soi. Et donc c'est pour ça qu'on a massivement investi aussi, qu'on a recruté beaucoup de personnes dans l'équipe pour accompagner nos utilisateurs sur l'utilisation de ces outils de pricing et exactement avoir un rôle de réassurance dans la manière de concevoir les produits. Pour conclure, Guillaume, comment le chef d'entreprise peut-il optimiser son allocation? Puisque donc on ne met pas que des produits structurés, j'imagine, dans une allocation, mais quels conseils vous pourriez donner pour une allocation un peu réussie, en plus des produits structurés, en vue d'un départ à la retraite? Donc on a quand même pas mal détaillé l'avantage des produits structurés qui sont sur mesure. J'imagine que c'est vraiment l'avantage principal. Mais voilà, comment optimiser selon vous une allocation en vue d'un départ à la retraite pour un dirigeant? Il y a un mot qui est fondamental dans Anticiper. tout. Anticiper. Bravo, c'est fantastique. Et vous êtes prête à partir à la retraite, Pauline. Et deuxième point, c'est la diversification. Bien sûr. Bien évidemment, les produits structurés, c'est mon domaine, donc je vais être un pro à promouvoir, on va dire, sur ces sujets-là. Mais la diversification, utiliser du fonds en euros, c'est une bonne chose. Il faut savoir utiliser du fonds en euros pour potentiellement, là aussi, optimiser des points d'entrée sur les marchés financiers. Savoir utiliser aussi des fonds actions, des fonds obligataires. Il y a des moments de marché qui sont plus ou moins adaptés à certaines classes d'actifs. On le voit, il y a des cycles. Et donc, c'est là où avoir une vraie allocation diversifiée permet d'épouser au mieux ces cycles et ainsi d'avoir une allocation réussie le jour où on arrive à la retraite. Merci beaucoup, Guillaume Dumont. Vous êtes cofondateur de 50. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ces produits structurés sur mesure pour le départ à la retraite d'un chef d'entreprise et pour l'après-départ à la retraite, donc la retraite vraiment. Merci d'être venu sur le plateau, Guillaume Dumont. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le dossier papier complet dans notre magazine Décideur Patrimoine sur l'édition de novembre 2025, novembre de cette année. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat en régie, Paul Sanchez et Charles Gratel à la réalisation. À très vite sur Be Smart for Change.